Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau live France DevOps. Pardon. Présenté par Mathieu Vincent, lead tech chez Soprasteria, et il va nous parler du sujet, Dev GreenOps, pardon, compliqué à dire, à écrire, ou comment mettre, du green dans le DevOps, tout simplement. Et donc, je vais te laisser la main. Eh ben, écoute, merci Vincent. Hop, et tu me dis dès qu'on voit mon écran, comme ça je peux attaquer. C'est tout bon? Ou pas encore? 1, 2, 1, 2. Ouais, ah si, ça y est, parfait, nickel, j'avais pas le retour. Hop, eh ben, écoutez, bonjour tout le monde, ravi d'être dans ce nouveau webinaire de France DevOps pour vous parler un peu de green, et comment mettre un petit peu de green dans notre DevOps. Je vais commencer par rapidement, un petit peu d'auto-promo, juste pour que vous sachiez un petit peu qui je suis et pourquoi je suis là. Donc moi, je travaille chez Soprasteria. J'ai un double rôle, je suis à la fois tech advocate, donc je m'occupe de la communauté technique de Soprasteria, comment animer et fédérer nos techs en interne et en externe. Et je suis surtout le leader de la plateforme DevOps qu'on a en côté Soprasteria, qui a maintenant un peu plus de 10 000 utilisateurs et 4 000 projets qui l'utilisent quotidiennement. Donc vu que c'est un sujet qui me passionne, je m'amuse pas mal au quotidien. En dehors de ça, j'ai, fondé Volcamp, qui est une conférence tech, dans mes, volcans d'Auvergne, étant originaire de là-bas, depuis maintenant 4 ans. J'ai la chance aussi d'être GitLab Hero, et ambassadeur de R2 DevOps, qui est une solution autour de GitLab pour sécuriser votre supply chain, qui est plus qu'intéressante. Je vous invite à aller voir, à faire un tour. Si je dis pas trop de bêtises et que ça vous intéresse, de me suivre, je suis dispo évidemment sur, X, anciennement, Twitter, sur Blue Sky et puis depuis quelque temps, je m'amuse à écrire des articles, vous retrouverez typiquement certains outils que je vais vous présenter aujourd'hui, dans, mon blog, qui est hébergé sur Hashnode. Voilà, maintenant rentrons un peu plus dans le concret du jour. Le green, dans le DevOps, mais avant tout, je voulais refaire une petite introduction sur la partie, green au sens large. Alors, vous avez pu voir dans mon rapide CV, je suis pas du tout expert, sur le green, sur la sustainability. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement, mais voilà, je voulais quand même remettre un petit peu de contexte, me posez pas des questions trop pointues là-dessus, sinon je vais vite, rougir. En fait, l'idée là-dessus, hein, c'était juste de remontrer un petit peu globalement, que l'empreinte environnementale du numérique, elle est pas négligeable, hein. On est de plus en plus gros, typiquement comparé à l'aviation civile, qui est souvent, la bête noire quand on parle d'écologie. L'aviation civile, c'est 2,5, là où, le service numérique, c'est déjà 5, ce qui est quand même énorme. Et c'est surtout que, ça a une forte augmentation, plus 45. On est en phase de croissance, là où on devrait plutôt essayer de réduire ou en tout cas de stabiliser au maximum, tout ça. Ce qu'il faut voir aussi, quand on parle de green, c'est que souvent on parle d'émissions carbone. C'est une des pendants importants, mais c'est pas la seule. Parce que derrière toute la partie, green, il y a bien d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Les épuisements des ressources rares, l'acidification des sols, les émissions de particules fines, donc là on revient au CO2 et puis tout ce qui est rayonnement ionisant de par, l'industrie. Aussi, ce qu'on oublie un peu des fois, c'est que, OK, il y a nos services, nos PC qui tournent, donc qui émettent du CO2, mais qu'est-ce qui consomme le plus, quand on fait de l'IT? Et ben, c'est surtout la fabrication de notre hardware. Donc par exemple, je vous ai mis quelques chiffres clés que j'ai récupérés, du site, Ecotopy, où on peut voir que, par exemple, pour juste un laptop, il faut déjà 800 kilogrammes de matières premières, ça émet 156, kilogrammes de CO2. Ça utilise plus d'une tonne d'eau, et puis des énergies fossiles et des produits chimiques. Donc pour un petit PC, de quelques kilos, on se retrouve quand même déjà à avoir une consommation énorme. Plus tous les impacts que ça peut avoir aussi autour en termes de sociétal, hein, l'utilisation, souvent dans des pays, un petit peu avec des droits de l'homme un petit peu précaires et tout ça. Donc bon, il faut prendre conscience qu'évidemment, de tout ce qu'on va parler aujourd'hui sur, l'optimisation, du numérique et du DevOps, c'est important, mais qu'il y a un enjeu global, qui se cache derrière ça. Et puis, il faut surtout ne pas oublier que, comme je le disais, on est en augmentation actuellement de notre empreinte énergétique, globalement. Donc il y a 2 leviers, pour essayer de réduire un petit peu ça. C'est la sobriété.
comment on optimise, ce qu'on a déjà, comment on capitalise sur l'existant, comment on par exemple, on évite de changer son téléphone portable, son PC tous les 6 mois juste pour avoir, la nouvelle carte graphique ou le nouveau processeur. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et puis après, il y a toute la partie éco-conception. Donc je vais rentrer un peu plus en détail, par la suite sur, comment je réfléchis et je conçois autrement, tout ce qui peut l'être, hein. Donc là, évidemment qu'aujourd'hui, on va parler, plus d'IT qu'autre chose, mais c'est une démarche qui peut se faire sur tout type de produit, on le verra et comment, voilà, je fais un développement, et une conception responsable de mes produits. Comment je gère le cycle de vie de mes produits parce que pareil, on pense souvent à la fabrication, mais il y a aussi l'utilisation, le recyclage. Comment qu'est-ce qu'une fois que le produit n'est plus utilisable ou n'est plus utile, comment je le recycle, comment je le rénove? Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur ces 2 leviers. Ensuite, juste avant de rentrer dans le dur, c'était l'évolution un petit peu qui est envisagée jusqu'à 2030 par rapport à 2020, donc 4 ans, mais on est encore dans ces chiffres-là malheureusement. C'est qu'actuellement, tous les ans, on est en forte croissance de toutes les parties émissions, de gaz à effet de serre, de tout ce qui est consommation de minéraux, de consommation électrique. Alors qu'on pourrait très facilement être nettement meilleur là-dessus. Différents scénarios sont envisageables, qu'on des scénarios d'éco-conception assez modérés, on va dire, dans un 1er temps, qui consistent, par exemple, typiquement, à étendre la durée de vie de ces terminaux d'1 an. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire: «Ben, tiens, c'est mon téléphone, voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai envie de le changer». Si je le garde juste 1 an de plus, ce qui probablement, la plupart du temps, peut faire l'affaire parce qu'il répond encore à nos besoins, au quotidien et ben du coup, on va déjà réduire fortement, toutes nos consommations, aussi bien à effet de serre, que de minéraux, tout ça. Ensuite, ce qui est là aussi on voit assez intéressant, c'est si je pousse jusqu'à 2 ans et ben là, on est quasiment flat, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une consommation raisonnée et stable, ce qui est quand même, quelque chose qu'il faut qu'on envisage, fortement. Et puis, bah, après là, c'est si vraiment on pousse, l'effort jusqu'au bout, c'est le scénario de sobriété complète où vraiment là, on optimise au maximum nos terminaux, notre utilisation et où du coup là, on décroît notre impact, sur la partie, numérique en termes d'écologie globale. Donc voilà, ça c'est des petits rappels que je voulais faire parce que moi je trouve que c'est intéressant de se repositionner dans un contexte global sur ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Parce que voilà, l'enjeu est très important évidemment, tout le monde en a conscience qu'il faut qu'on réagisse, mais voilà, que de reposer un petit peu quelques chiffres clés. Bon, moi, je vous ai dit que j'allais vous parler de DevOps. Là, pour l'instant, ça fait quelques minutes que je vous baratine avec d'autres choses. Donc, rentrons un petit peu dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, qui dit DevOps, je me suis dit, je vais pas m'embêter. On a un magnifique cycle DevOps qui nous rappelle bien tous les cycles qu'on a à prendre en compte au cours du DevOps. Et je me suis dit, sur chaque étape de ce cycle, quels sont les petits trucs et astuces que je pourrais mettre en place pour être un peu plus green dans ma démarche de mon cycle de vie, de mon service numérique et de mon application. Donc voilà, l'idée, ça va être là, c'est qu'on pour chaque étape, je vais vous montrer et donner quelques idées. Alors peut-être je vais enfoncer des portes ouvertes pour certains, j'en suis désolé. Et après, j'espère quand même que vous en retirez quelques idées et quelques potentiellement outils que vous ne connaissiez pas qui peuvent aussi vous aider à mettre tout ça en œuvre. Donc première étape, évidemment, c'est la partie planification. C'est limite la partie la plus importante, la plus primordiale, parce que c'est là où, entre guillemets, tout se génère, tout se réfléchit et c'est là où la partie éco-conception va vraiment être, primordiale, par rapport à toute la suite de notre cycle. L'éco-conception, c'est très large, c'est pas, spécifique uniquement à l'IT, hein. C'est quelque chose qui peut être, adapté et mis en œuvre dans toutes les parties de produits quand on a une notion de produit. Vu qu'on est en France, évidemment, on a une petite norme qui s'appelle la norme ISO 14006 et qui décrit un petit peu cette approche méthodologique pour comment prendre en compte les enjeux environnementaux dans la conception et le développement des produits, pour réduire, les impacts environnementaux, en tout cas les limiter au maximum. Quelques chiffres clés encore, j'aime bien les chiffres, mais je trouve qu'ils sont assez parlants. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, c'est que typiquement 64 des fonctionnalités en moyenne sont inutiles. C'est-à-dire qu'on développe souvent beaucoup de choses dans nos applications pour qu'au final, elles ne soient pas utilisées ou très, très peu utilisées et on ne prend jamais le temps de repenser: «OK, cette fonctionnalité que j'ai développée, est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'elle est toujours utile? Est-ce qu'elle va être utile? Quel est son cycle de vie? OK, peut-être qu'elle a été utile il y a 2 ans quand on a démarré l'application, mais maintenant, de par les changements de procédés, de processus au sein de l'application ou de l'entreprise, elle n'est plus utile». Bon, à chaque fois, on le met de côté et on ne fait pas le nettoyage. Pour autant, elle va continuer à exister, à consommer des ressources, potentiellement. Autre chiffre intéressant, c'est le doublement des ressources nécessaires, tous les 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que maintenant,
grâce ou à cause, on va blâmer personne du cloud, on se fiche un petit peu potentiellement de combien ça consomme en termes de CPU, de RAM, de disque, parce que de toute façon, soit c'est en auto-scalable, donc c'est-à-dire que tout seul ça va grossir et puis, ça va marcher, ou il va falloir juste qu'on fasse un petit clic bouton pour dire: «Bah, rajoute-moi un peu, une machine virtuelle, rajoute-moi un nœud à mon cluster cube et youpi ça roule», sans se poser la question de: «Est-ce que vraiment j'ai besoin ou est-ce qu'il y a peut-être des optimisations à faire?» Donc là, on voit vraiment une explosion de tout ça. Imaginez, hein, quand on moi j'aime bien faire le pendant par rapport au début de l'informatique où tout tenait sur une micro-carte de quelques centimètres. Maintenant, on ne réfléchit plus à ce genre de pratique. Aussi, la durée de vie d'utilisation d'un ordinateur a été divisée par 4 en 25 ans. Et ça, c'est un message fort que je veux passer pendant cette présentation, c'est que l'application logicielle est quelque chose qu'on peut optimiser, mais ce qui «coûte cher» entre guillemets en termes d'écologie, c'est toute la partie périphérique et tout ce qui est ordinateur, téléphone, smartphone, qui gravite autour et l'usage qui est fait de notre application. C'est ça qui va aussi coûter beaucoup parce que la production de smartphones est l'une des plus, consommatrices en termes de ressources et d'écologie. Donc typiquement de voir qu'en 25 ans, un ordinateur qui durait habituellement 10 ans maintenant, et bah, c'est en gros tous les 2 ans et demi, on le change. Pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que c'est juste pour se faire plaisir ou est-ce qu'il y a un réel cas d'usage? Donc du coup, bah, il y a plein d'axes, pour améliorer tout ça évidemment, avec des différents niveaux, d'éco-conception, d'éco-efficacité, d'éco-innovation, où on va avoir des choses assez basiques, hein, d'optimisation technique. On va revoir un petit peu, bah, OK, j'avais designé mon application pour qu'elle soit sur 4 gigas, 10 gigas, 3 CPU, je ne sais pas. Bah, peut-être qu'il y a une optimisation à faire, un benchmark pour voir un petit peu, bah, est-ce que réellement j'utilise toutes ces ressources? Est-ce que réellement j'utilise toutes mes fonctionnalités? Est-ce que je peux revoir un petit peu, certaines parties là? Ça, c'est la partie, on va dire, la plus simple, hein, où on va pouvoir faire rapidement des 1res, investigations, avoir des quick wins. Niveau 2, c'est la partie architecture. Bah, est-ce que, l'architecture que j'ai conçue, est-ce qu'elle est vraiment faite et optimisée en termes d'éco-conception? Est-ce que, les besoins mes clients finaux, de mes utilisateurs finaux en tout cas, est-ce que je réponds à ces besoins? Est-ce que je vais plus loin que leurs besoins? Souvent, on veut faire des applications où on est en temps réel quasiment, c'est-à-dire que quand on me pose une question, je réponds tout de suite. Quand on me fait une demande, je réponds tout de suite. Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire tout le temps, là? Parce que peut-être que juste de prendre en compte une demande et puis revenir plus tard pour faire de l'asynchrone, pour pouvoir lisser la charge sur quelques minutes, quelques heures, souvent ça peut être, compréhensible. On n'a pas forcément d'avoir besoin d'une réponse, dans l'instant, en tout cas très rarement. Et donc du coup, ça implique aussi, bah, le choix des technologies sous-jacentes. C'est que là, je vais me faire sûrement, des ennemis parmi l'audience, j'en suis désolé, mais on a tendance souvent à vouloir utiliser un petit peu tous les composants un petit peu, hype du moment, du Kafka, du Cube, du Cloud, tout ça. Est-ce que vraiment, par rapport à notre use case métier, est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir l'artillerie lourde à chaque fois? Ou est-ce que, quelquefois, on pourrait être un peu plus raisonnable, revenir sur des architectures certes plus classiques, mais aussi, plus, éco-efficientes? Et puis le choix de la technologie, qu'on va aussi utiliser, aussi en termes de langage. On sait qu'il y a pas mal de benchmarks qui existent sur les langages de programmation et leur consommation électrique. Bon, évidemment, ça c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de comment l'algorithme a été fait dans tel ou tel, langage, comment il a été optimisé déjà ou pas. Donc bon, mais en tout cas, on sait quand même qu'on a des langages qui vont être plus proches des machines, qui vont être moins consommateurs en énergie. Ben, pareil, est-ce que, il faut forcément prendre la dernière techno à la mode ou le dernier langage à la mode si celui-ci, au final, est plus coûteux, en termes d'écologie. Et puis après, bah, les innovations, niveau 3 et 4, c'est vraiment, bah, là, on réfléchit le métier dans son application, pour avoir une approche un petit peu innovante en termes d'éco-conception. C'est-à-dire, bah, comme je le disais, bah, est-ce que j'ai besoin d'instantanéité? Est-ce que, par exemple, je peux gérer une file d'attente plutôt que tout de suite prendre en compte quelque chose? Quel est le niveau raisonnable entre l'instantanéité et l'asynchronisme pour mon end user? Ça va dépendre à chaque fois des use cases évidemment, mais enlever ces biais classiques de time to market, il faut que je réponde vite, tout de suite, tout le temps. Et souvent, on peut se dire qu'il y a sûrement des choses à prendre en compte. Donc voilà, donc il y a un petit peu tout à prendre en compte, aussi bien au niveau développement, au niveau architecture, au niveau infrastructure et puis évidemment au niveau, métier, pour se dire: «OK, ben, j'ai un business à faire tourner évidemment, mais aussi est-ce que je peux prendre en compte? Est-ce que je dois prendre en compte? Est-ce que je peux mieux faire sur mon impact, écologique, par rapport à mon application?»
Tout ça, c'est quelque chose que j'ai repris du site qui s'appelle, ecoconception.fr, donc qui est pas, dédié forcément à l'IT, qui, comme je le disais, couvre globalement toute l'éco-conception indépendamment, des produits qu'on veut concevoir. Il y a des chapitres spécifiques sur l'IT. C'est très bien fait, c'est très bien amené en termes d'apprentissage, si vous n'êtes pas familier avec tout ça. Il y a pas mal de choses pour mieux comprendre un petit peu, ben, comment prendre en compte cette éco-conception lorsqu'on est sur un chantier de création de produits ou d'applications. Donc voilà. Et puis encore une fois, le dernier point, hein, parce qu'on est quand même plutôt dans une assistance tech aujourd'hui, ben, pensez technologie, mais pensez pas que hype, pensez aussi éco-conception quand vous faites votre choix d'architecture, au sens large. Aussi, quelques petits rappels, parce qu'on parle tous de green à droite à gauche et il y a plusieurs notions qui reviennent souvent, IT for Green, Green IT et éco-conception qui sont 3 choses pardon, un peu différentes, voire complètement différentes. Pareil, ça c'est un schéma que j'ai repris du lien qui est en dessous. Évidemment qu'en sortie de ce webinaire, je vous fournirai le lien pour avoir les slides. Il y a pas de secret dans tout ce que je vais vous raconter. Mais c'est intéressant voilà, de bien comprendre que le green au sens large peut être adressé par l'IT. IT for green, c'est tout ce qu'on va pouvoir concevoir grâce à l'IT pour améliorer des processus hors IT et les rendre plus green, typiquement autour de tout ce qui est agriculture, hein. C'est souvent l'exemple qu'on prend sur l'optimisation, l'utilisation des engrais, et tout ça sur des champs, tout ce qui est domotique, tout ce qui est, voilà, il y a quelques exemples intéressants dans le tableau. Green IT, bah, là, c'est plus inversement, c'est comment mon IT interne, je la greenifie au sens du comment j'optimise, les ressources que j'ai dans mon parc informatique, aussi bien les PC, les smartphones, les serveurs, l'utilisation du cloud que j'ai, pour que ma consommation, et mes impacts plutôt, environnementaux de par mon IT, soient, réduits en termes d'environnement. Et l'éco-conception, c'est le 3e levier qui là vraiment être ce qui revient à ce que je vous ai expliqué, c'est comment je conçois différemment, mes applications, mes logiciels, mes produits, pour qu'ils soient éco-responsables et que du coup, ben, après mis tout à bout, on a une approche green, au global. Donc ça me paraissait intéressant de remettre un petit peu ce tableau récapitulatif pour rappeler un petit peu les différents enjeux, qu'on a autour du green dans la sphère, IT. Voilà, une fois qu'on a fait notre éco-conception, donc OK, on est plutôt en phase avec nous-mêmes sur le fait qu'on a essayé d'optimiser les choses en termes d'impact environnementaux et ben, on va commencer évidemment, à développer, notre application et nos logiciels. Là, bah, quelques points, on va dire assez classiques, mais qu'il faut garder en tête, hein, c'est, ben, on fait souvent des branches, on a des guides flow, ce genre de choses qu'on met en place. Ben, toujours penser, à faire du nettoyage, c'est-à-dire, bah, une fois que des branches sont terminées, ben, on les nettoie, faire du nettoyage de votre repo, c'est-à-dire que ça sert à rien potentiellement de garder des très vieilles versions de vos tags et cetera. Enfin, c'est très rare qu'on ait besoin de revenir à une version N-150, donc bah, pareil, on peut, supprimer tout ça et puis après, ben, dans le code en lui-même, mettre en place les bonnes pratiques de développement et pour ça, on a de la chance, c'est qu'on n'est pas, laissé à l'abandon. Il y a pas mal de choses qui existent, autour de l'éco-conception et de l'éco-code, on va dire plutôt. Évidemment, beaucoup sont sur la partie, web parce que c'est souvent l'impact fort parce que, du coup, les sites web que l'on sont ceux qui sont les plus sollicités et donc du coup, bah, comment on va optimiser leur utilisation? Donc c'est pour ça, le comité numérique responsable a créé les 115 bonnes pratiques de développement web qu'on peut facilement suivre et on verra qu'on a des outils pour vérifier, tout ça. Mais bon, il n'y a pas que la page, web qui compte. On a souvent des back-ends, hein, qui tournent derrière nos applications et du coup, bah, là, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a le collectif API Thinking qui a lancé un chantier pour donner aussi des bonnes pratiques autour du développement d'API. Parce que c'est aussi important que nos back-ends, soient optimisés, là-dessus. Et puis un autre site que j'ai découvert récemment, alors qui pour le coup, lui, est en anglais, là où les 2 premiers que je vous ai cités sont français, mais qui est intéressant parce que du coup, celui-là est un peu plus large que du développement applicatif simple. Il prend déjà en compte des bonnes pratiques autour de l'IA, du cloud. Donc on verra que ça peut être intéressant. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. Et enfin, un outil que j'imagine beaucoup d'entre vous utilisent au quotidien, Sonar, pour tout ce qui est contrôle de qualité du code. Et ben, il y a un plugin qui s'appelle EcoCode, qui est disponible. Je vous ferai pas une démo aujourd'hui parce que, pour être très honnête, il est intéressant, mais il est encore un peu jeune et on voit que pour les langages assez classiques type PHP, Java, JS, Python, qui sont les langages supportés,
le nombre de règles est quand encore assez faible. Donc du coup, on a assez peu de feedback, lorsqu'on fait nos analyses de code, avec Ecocode. Ça reste intéressant parce que du coup, ça met un premier pied à l'étrier, mais bon, ça reste un peu limité. Par contre, et ça, c'est un feedback que j'ai eu de mes collègues qui font du développement mobile chez Soprasteria, sur la partie mobilité Android, iOS, là, on a des vrais retours très intéressants, sur des règles d'optimisation parce qu'évidemment, bah, quand on est sur le smartphone, on a des périphériques, on a de l'usage et tout ça qui peuvent être optimisés et donc du coup, grâce à Ecocode, on va avoir des règles de bonne pratique sur, bah, justement l'optimisation de l'utilisation de tous ces périphériques qu'on peut avoir, dans notre téléphone. Donc juste pour vous illustrer rapidement, et pareil, je vous filerai les liens après. Donc les best practices, du web, voilà, on peut les retrouver, donc elles s'enrichissent petit à petit en fonction de la maturité. On va les retrouver, une à une avec, à chaque fois, bah, comment, les mettre en place, à quoi elles servent et cetera, avec un niveau de criticité, de priorisation et cetera, des exemples et cetera pour pouvoir comprendre si on n'est pas forcément familier, avec les technos. Donc c'est quand même très bien guidé, bien documenté pour qu'on puisse s'y mettre. La partie, API numérique, c'est intéressant, c'est qu'ils ont fait à la fois un guide, en PPT, qui permet d'illustrer, les différentes, hop, je vais y arriver, les différentes étapes et les différents chantiers, qu'on peut prendre en compte quand on fait de l'éco-conception d'éco-code, sur une API, son cycle de vie, les données échangées, les données en elles-mêmes, l'architecture qu'on va utiliser, l'outillage, l'infrastructure et la partie communication qu'on va avoir, tout ça. Et à chaque fois, ben, du coup, ils, expliquent la description, comment gouverner, quelles sont les mesures qu'on peut prendre. C'est toujours, enfin, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de mesurer l'impact réel qu'on va peut avoir. Et puis pareil, un niveau un petit peu de maturité et d'intérêt qu'on peut avoir, parce qu'on peut pas forcément lancer tous les chantiers, en amont. Et du coup, en complément de ce guide qui est déjà très bien hein, pour, commencer, ils ont fait une petite grille de notation pour pouvoir se faire une première notation et puis, bah, aussi, du coup, pouvoir se mettre à un plan d'action et à une petite démarche pour dire: «Bah, OK, on est peut-être pas très bon aujourd'hui, mais il faut pas prendre ça comme chose acquise. On peut sûrement s'améliorer» et donc via le guide et les bonnes pratiques que le collectif, fournit, on va pouvoir s'améliorer et mettre en place des choses dans nos backlogs de nos différents produits. Dernier point, que je vous parlais, c'était le site qui est en anglais. Donc vous avez un catalogue. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est, très open source, c'est-à-dire qu'on si vous avez des idées de patterns, vous allez pouvoir, les proposer. Si vous avez des patterns que vous voulez enrichir, vous allez pouvoir proposer. Il y a tout un collectif derrière de relecture et de validation. Et comme je vous disais, il y a évidemment, on va retrouver, nos optimisations autour du web, qui sont quelque chose de connu, de reconnu. Mais on a quand même déjà des choses autour du cloud et ça, c'est quand même important parce qu'on a une forte utilisation de plus en plus du cloud dans nos applications et dans nos SI et même déjà aussi sur autour de, l'IA et je suis sûr que, comme beaucoup, l'IA est maintenant un sujet quasiment du quotidien de chacun. Donc pareil, vous allez avoir des petites pistes pour chaque fois, ben, OK, comment, prendre en compte tout ça? Donc vous avez des calculs scientifiques si vous voulez rentrer un petit peu sur comment comprendre, l'impact que ça peut avoir. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Et puis, des références pour, qui expliquent un petit peu le pattern qu'on veut mettre en place. Donc vous voyez, c'est très documenté, très accompagné, ce qui est quand même très pratique. Donc voilà, on n'est pas à l'abandon quand on doit faire, du code, éco-responsable. On va avoir des guides de bonnes pratiques, aussi bien pour le front que pour le back et même, aussi pour une partie infrastructure par mois qu'avec le cloud sur, patterns.greensoftware.foundation. OK, mon code est propre, mon repo est propre, maintenant je vais pouvoir construire mon application, c'est-à-dire commencer à la packager. Et bah là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Déjà, optimiser les temps de build. On fait tous normalement de la CI/CD, donc on a de l'intégration continue, ou dès qu'on va committer quelque chose, on va exécuter des jobs en automatique, de contrôle de qualité, de sécurité, de packaging, et cetera, de déploiement. Bah, on peut peut-être les optimiser, déjà en utilisant du cache pour éviter de tout télécharger internet à chaque fois qu'on a besoin de récupérer des dépendances de notre projet Node, par exemple. On va pouvoir peut-être pas exécuter tous les jobs à chaque fois. Est-ce qu'on a besoin de faire le job de sécurité avancé dès qu'on fait le moindre commit, sur une branche de feature? Peut-être pas. Donc ça, c'est déjà des 1 choses. Déjà, en plus, ça va être un confort aussi, au quotidien, parce que ça attendre pendant une demi heure que notre pipeline finisse pour pouvoir potentiellement, finir le merge, et avancer, c'est toujours un peu long. Bien penser, ben, quel est le job à exécuter au bon moment? Évidemment que c'est faut pas faire minimaliste, à chaque fois, mais tout peut, être, mesuré. Évidemment, tout ce qui est minification. Alors, on a l'habitude de le faire sur la partie web, hein, pour minifier nos ressources JS pour que ça devienne, déjà pour nos pages web soit plus légères et plus rapidement chargeables.
Mais pareil, on fait de plus en plus de containerisation, donc bah, comment ne pas oublier de minifier, les images, Docker qu'on va générer? Minifier aussi si on fait du Java, les jars et cetera, pour pas avoir des choses qui explosent et on verra qu'on a différentes choses pour le faire. Donc pour ça, il y a pas mal de petits outils et qui sont intéressants. Alors là, je vous en ai montré 2 parce que moi je suis plutôt, d'un background Java, donc j'ai longtemps utilisé Maven, donc ça s'appelle DebClean, et qui permet de contrôler, vos dépendances dans Maven, pour savoir un petit peu, lesquelles sont utilisées, lesquelles ne sont pas utilisées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pousse le truc un peu plus loin avec les dépendances transitives. C'est-à-dire que souvent on oublie que quand on fait un include d'une dépendance en Maven, mais aussi, en Node par exemple, OK, on pense à notre dépendance, mais souvent notre dépendance tire d'autres dépendances et potentiellement ces dépendances et ben, on peut les exclure pour pas les embarquer dans notre, package final parce que les fonctionnalités de certaines dépendances, nous, on les utilise pas par rapport à la dépendance mère. Donc par rapport à ça, Depkin va vous montrer. Je vais vous montrer juste après l'output que ça peut générer. Depcheck, c'est le pendant, pour npm, donc pareil, il va reprendre un petit peu, ce qu'il y a dans votre package.json pour savoir, OK, j'ai détecté que telle ou telle, hem, dépendance était utilisée, d'après moi dans ton code. Donc hop, voilà, j'espère que c'est clair. Je vais peut-être grossir un petit peu pour tout le monde. Donc ça, par exemple, c'est, l'output d'un dep clean qui va vous dire: voilà, je trouve que tu as, 36 dépendances directes qui sont utilisées, donc je détecte une utilisation dans ton code. Tu as 144 transitives dependencies, donc ça, c'est celles qui sont utilisées, enfin importées via une des dépendances qu'on en a générées. Mais par contre, donc pam, là j'ai une listation. Mais par contre, il me dit que, attention, j'ai quand même, 7 dépendances transitives qui sont pas utilisées, donc ça, je pense que tu peux optimiser là-dessus. Et d'autres où il dit: «Je suis pas forcément sûr, mais il faut peut-être que tu jettes un œil là-dessus», ou ça, je pense que tu vas pouvoir, les exclure pour limiter la taille de ton jar, par exemple, à la fin, de ton packaging. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Alors je vous le fais pas en live parce que comme vous pouvez voir, c'est assez long, hein, parce que le temps qu'il parse tout et tout ça, ça prend un peu de temps. Là, 3 minutes, hier quand je l'ai lancé. Donc par contre, évidemment que ça, c'est quelque chose qui va facilement pouvoir s'intégrer dans une intégration continue. Encore une fois, probablement pas à chaque commit, mais potentiellement quand on fait le merge sur la branche principale, quand on fait une branche, quand on a un guide flow, comme ça, s'assurer qu'avant d'être sur le package final, on optimise un petit peu tout ça, parce que 3 minutes, on va peut-être pas le faire à chaque fois. Depth check, pap, c'est juste là. Pareil, je vais grossir un peu. Vous pouvez voir, c'est un peu pareil. Alors lui, il est un peu moins verbeux, mais il nous dit: voilà, je vois que ces 4 dépendances, moi, je trouve aucune trace dans ton code de tout ça». Et il fait aussi, ce qui est intéressant quand on fait par exemple de l'Angular, il va nous dire: par exemple, ces dépendances de dev, tu les as utilisées, tiens, tu les as importées, mais pour moi, tu en as pas besoin. On va pouvoir faire un peu de nettoyage, ce qui fait pas de mal aussi, hein, parce qu'on connaît tous, dès qu'on fait un Maven package ou un npm install et qu'on se retrouve à avoir à attendre 10 minutes, qu'on télécharge tout internet pour récupérer nos dépendances, ça pareil encore une fois, ça sera aussi du confort de vie, en plus d'être optimisé par rapport à la partie éco-responsable. OK, donc ça, c'est plus pour la partie jar. La partie minification de ressources web, je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, donc j'ai pas voulu forcément faire un focus là-dessus. Un focus que je voulais faire, c'était sur Dive. Dive, c'est un un outil qui va permettre alors, dans un premier temps, par exemple, moi, je l'utilisais à la base pour, ça permet d'explorer facilement une image Docker pour comprendre un petit peu les différentes couches, qu'est-ce qu'il y a dedans et cetera. Mais ils ont rajouté des fonctionnalités pour pouvoir contrôler la taille d'une image et surtout voir si on peut faire des optimisations autour de l'image qu'on est en train de créer. Donc Dive, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est par exemple, c'est un Dive que j'ai lancé, donc on va pouvoir voir à chaque couche, qu'est-ce qu'il a rajouté avec à chaque fois, la taille, de la couche et cetera. Donc on va pouvoir voir un petit peu à notre arborescence qui évolue, au fur et à mesure de la de la création de notre image. Donc ça, c'est utile pour bien comprendre ou si on ne comprend pas typiquement pourquoi une image marche pas, donc pour inspecter tout ça. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va forcément mettre dans une CI parce que là, on n'est pas en interactif. Et donc pareil, je vous ai lancé un petit scan, donc là, d'une image que j'avais créée pour une démo récemment. Et où il va me dire, que là, par exemple, il me dit: «Attention, ton image, elle est pas du tout optimisée». Parce que donc on peut mettre un seuil qui par défaut est à 90. Donc si en gros, s'il détecte que plus de 10 des fichiers, des répertoires qui sont dans notre image est pas utile, il considère qu'on n'est pas optimisé. Donc là, typiquement, je suis à 86. Donc il me dit: «Attention, erreur, tu as trop de place, qui est perdue pour rien».
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il me fait la liste de tout ce qui, selon lui, est inutile avec la taille à chaque fois pour que je me rende compte, où est-ce que je peux avoir des impacts. Donc ça va nous permettre de facilement, se dire: «OK, je suis plutôt dans les clous ou pas». On va pouvoir un petit peu tuner si on veut être plus restrictif, c'est-à-dire que moi je veux à 95 ou pour les raisons X ou Y parce qu'on a des images d'entreprise, qui incluent, certains outils que potentiellement, Dave, ne connaît pas et qui va considérer comme faux et on va pouvoir lui dire: «Ça, c'est pas grave». Donc du coup mais par contre, voilà, vous voyez, c'est très facilement intégrable dans une CI parce qu'on a un code retour, on le fait, donc on va pouvoir facilement, mettre notre job en erreur pour que, quelqu'un, jette un œil avant de packager définitivement une image pour la production. Donc ça, c'est pour Dive, et récemment, j'en ai trouvé un autre qui s'appelle Slim, qui fait un petit peu la même chose, avec peut-être un petit peu plus de verbosité. Alors déjà, ce qui est intéressant avec Lint, c'est qu'il f enfin avec Slim, pardon, c'est qu'il a un linter. Donc c'est-à-dire qu'on va pareil, enfin assez facilement dans notre, CI, avant même de construire notre image, il va pouvoir nous dire, par rapport à notre Dockerfile: «Attention, là, je trouve que, tu pourrais faire des optimisations parce que tu fais trop d'étapes, trop de couches» ou et cetera. Et après, on peut le faire tourner une fois que l'image est construite. Il utilise des probes aussi, typiquement une probe HTTP pour pousser un petit peu plus son analyse parce qu'il se dit: «Si je fais des tests sur l'HTTP, je vais peut-être pouvoir détecter que certains, binaires que je pensais inutiles, le sont au final». Donc Slim, normalement, j'avais prévu une petite démo aussi. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc, on lui donne une image en entrée. Lui, il va reparser, un peu tout, et puis il va nous dire: «OK, est-ce que, ça marche ou pas?» Donc là, je lui avais mis, le prompt pour qu'il pousse un petit peu plus, l'analyse. Voilà, tac. Il est en train de faire, son inspection. Il me calcule mon optimisation. Il me génère un rapport JSON, donc que je vais pouvoir facilement aussi, utiliser. Pour l'instant, il me dit que ma taille fait, par exemple, là, 500 mégas. Et selon lui, on peut l'optimiser 6 fois et arriver à 80 mégas. Donc ce qui est plutôt intéressant. Petit bémol, je pense qu'il y a sûrement des choses qu'il a pas pris qu'il a pris en compte comme étant non nettoyables, qu'il n'est pas, mais en tout cas, on voit vraiment qu'on a un vrai sujet typiquement sur l'image qu'on a utilisée là pour pouvoir, optimiser un peu, et si on regarde, tac, un petit peu le type d'informations qu'il met dans le rapport, donc il va regarder un petit peu, sur quel type d'OS on tourne, et puis on va voir qu'il va nous donner des informations sur, voilà, la taille actuelle, l'optimisation, et différentes règles, qu'on peut avoir sur, typiquement tu fais plusieurs fois le run et cetera. Donc je vais passer du lint, normalement, il est là. Donc le lint, hop, vous voyez l'output, ça allait vite. Il me dit qu'il y a pas de Docker ignore, qui est une bonne pratique pour exclure, certains fichiers, qu'on pourrait avoir dans notre, répertoire local qu'on va packager dans l'image Docker, qu'on a des layers qui sont sûrement pas utiles, qu'on a des instructions qui peuvent être optimisées et cetera et cetera. Donc c'est plutôt intéressant pour pouvoir aussi, ça permet d'apprendre un peu comment construire une image Docker, le plus proprement possible, par la suite. Voilà, donc Dive et Slim, ça vous permet de, vraiment faire, tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tester les bonnes pratiques, autour du green. Donc pour ça, on a un outil qui est très pratique, qui s'appelle Green Analysis, alors qui est focus sur la partie, front-end, mais qui va vous amener pas mal de choses. Donc je me suis amusé, m'en voulez pas, j'ai pris, France DevOps pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez un petit plugin qui se met dans Chrome, qui s'appelle GreenIT et vous allez pouvoir lancer une analyse assez facilement, donc je vais pouvoir activer les bonnes pratiques. Et donc là, il me dit: «Ouh là, D, c'est pas terrible, on peut sûrement mieux faire», mais ce qui est bien, c'est qu'il me dit quand même comment aller mieux. Donc il va me reprendre en gros les 115 bonnes pratiques que je vous ai, parlé tout à l'heure là, et il va me dire: voilà, c'est telle, bonne pratique, tu les respectes partiellement, pas du tout, donc il y a peut-être des choses à faire. Donc ça pareil, c'est intéressant, quand, pour avoir un truc, live, mais pour autant, on va pas inclure ça dans une CI/CD pour avoir un rapport. Donc l'avantage, c'est que Genesis, ils fournissent une CLI, qui est dockerisée, qu'on va pouvoir, runner pendant notre CI et qui va nous générer un rapport HTML qui est comme ça. Donc on va retrouver le même type d'information. Alors, ce qui est bien avec la CLI, c'est que ça va même plus loin, que le plugin, qu'on a dans Chrome parce qu'on va pouvoir lui, donner, des patterns. Donc par exemple, c'est un petit fichier YAML, raté.
Il faut que je mette dans le bon répertoire, voilà. Donc là, typiquement, je lui ai donné juste l'URL d'entrée, mais on va pouvoir dire aussi, parce que souvent on a des sites qui s'affichent que partiellement et quand on scrolle, charge plus de données. Et ben, on va pouvoir donner des actions pour qu'il nous fasse une analyse un peu plus complète, de notre site. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer un peu comme une navigation utilisateur, au sein du site pour avoir encore une approche encore plus approfondie heu, de, heu, de notre site et donc pareil, on va retrouver une petite note, qu'est-ce que ça va, consommer, générer, comme eau, comme CO2 et cetera, la taille des pages, je vais y arriver, pardon, et puis encore une fois, bah, toutes les bonnes pratiques et comment, les utiliser et les optimiser, au mieux. Donc très intéressant, très, pratique pour pouvoir le mettre en œuvre et puis à chaque fois on a bien tout avec évidemment le petit lien qui va bien pour, avoir l'information, sur comment le mettre en œuvre quand on n'est pas, familier avec tout ça. Donc là, c'est très, focus sur la partie web. En creusant, j'ai pas trouvé encore d'outils, très orientés back-end malheureusement, mais déjà avec Analysis, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. OK, là mon appli elle est testée, elle est codée, packagée, optimisée, testée, optimisée. Je vais pouvoir, la release et donc là, du coup, c'est souvent, la politique du cleanup des binaires, des snapshots. Parce qu'on génère souvent beaucoup de binaires, parce que quand on est en phase de développement, on package régulièrement pour pouvoir faire du déploiement continu, pour pouvoir, avoir nos équipes de test qui peuvent nous faire des retours pour vérifier les bugs, tout ça. Mais souvent, on garde tout ça pendant des mois, des années, alors que ça sert à rien. Donc, mettez en place des politiques de cleaning de vos binaires, de nos snapshots. Ça sert à rien de garder tous les snapshots d'une release d'il y a 3 ans. Clairement, vous avez déjà, votre binaire avec le tag de cette release, les snapshots, donc qu'est-ce qui s'est passé à un instant T, le 3 décembre 2017? Je pense que tout le monde s'en fiche, tout le monde a oublié et c'est là où on a un très, très fort gain qui est possible sur le stockage qu'on utilise souvent sur nos plateformes autour de tout ça. J'ai pris 2 exemples parce que moi, c'est ceux que j'utilise au quotidien, GitLab et Artifactory. La plupart des outils vous facilitent la vie pour faire ça aussi de manière automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à y penser régulièrement. Donc du housekeeping, de l'optimisation de vos repos sur la partie code, des policies pour optimiser vos registries, gérer du quota de storage. Typiquement, moi, je gère une plateforme qui est partagée au sein de tout Soprasteria et ben, on a mis des quotas pour les projets pour que, naturellement, ils se forcent à faire du nettoyage. Parce que si je leur dis que c'est open bar, je suis sûr que je vais me retrouver avec des téras et des téras, de données qui servent à rien. Au moins, en forçant un quota de storage, ils vont faire les exercices de nettoyage. Artifactory, pour hébergement des binaires, si vous connaissez pas, c'est comme Nexus, hein, pour héberger des binaires, des images Docker. Pareil, il y a pas mal de choses qui existent sur du quota, sur du clean-up de tout ce qui est unitisé, sur tout ce qui est snapshot. Pareil, il peut le faire pour vous. Ne gardez que les 3 derniers snapshots, que dès que, une version est release, on supprime tous les snapshots. Je peux vous le montrer assez rapidement. Ça se fait bien, vous avez donc là, typiquement, je suis dans GitLab. Hop, hop, je vais grossir un peu. Vous avez des clean-up rules où vous allez pouvoir les enable. Est-ce que ça tourne tous les jours, toutes les semaines? Enfin voilà. Combien de tags vous allez vouloir garder? Est-ce qu'il y a des regex que vous voulez mettre en œuvre? Est-ce que vous les supprimez au bout d'un certain délai? Enfin, tout ça, c'est hyper pratique, hyper simple à mettre en œuvre pour que vous ayez plus à y penser. Vous le faites une fois pour toutes et après, la magie opère pour vous. Sur JFrog, alors essayer de déloguer, on va essayer de se reloguer rapidement. Tac, donc c'est une instance que j'ai chez moi, hein, c'est la partie open source de JFrog. Dans la partie hop, maintenance, pareil, vous allez avoir de la garbage collection, du quota de storage, de tout ce qui est, il gère des caches côté Artifactory, vous allez pouvoir lui dire de faire du nettoyage pour que ça devienne, optimisé et cetera et cetera. Donc c'est très simple à mettre en œuvre, faut juste y penser au début, et parce que souvent, une fois que la plateforme a un peu vieilli, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Essayez d'y penser le plus tôt possible pour que, ça soit, voilà, efficace et puis que vous ne voyez pas vos plateformes exploser aussi, hein. Pour les administrateurs, ils seront contents, de ne pas avoir à trop se creuser la tête pour, comment je vais gérer les téras de données, encore une fois, qu'on peut avoir, sur une plateforme, qu'on peut en transverse, par exemple, au sein d'une entreprise, c'est ce qui est souvent le cas et voilà, donc les outils sont là pour vous aider aussi, donc pensez-y, on n'a pas forcément à réinventer la roue à chaque fois. OK, maintenant je suis prêt, je déploie. Donc le déployage, là, des choses, on va dire, de plus en plus classiques, en tout cas je l'espère, mais qu'il faut avoir en tête. L'infra as code, les environnements éphémères. Évidemment qu'on a besoin d'environnement pour faire nos tests, pour faire nos développements et cetera, mais souvent on peut se dire qu'on n'a pas besoin de les utiliser, tout le temps et qu'ils soient up and running tout le temps. L'infra as code est là pour nous aider, pour dire: «OK, j'ai un instant T, j'ai besoin de tel environnement en telle version». L'infra as code, hop, me le déploie, je peux tester tout ça et une fois que j'ai fini, hop, je détruis, l'environnement, j'ai pas forcément besoin de le garder et je sais que je pourrais le reconstruire à l'identique si besoin
un autre temps. Environnement éphémère, c'est vos environnements ont rarement besoin de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en particulier pour des environnements hors production. Voilà, si vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est peut-être qu'il y a un autre problème. Et autre chose qui devient de plus en important, c'est le choix de l'hébergement, la localisation et le type d'infrastructure. Il y a de plus en plus de données qui existent maintenant au sein des communautés green pour savoir un petit peu, quels sont les data centers de quels providers qui sont les plus éco-responsables en termes de consommation électrique, en termes de production de CO2 et tout ça. C'est quelque chose qu'on va pouvoir commencer à prendre en compte. Évidemment que ça n'a potentiellement pas les mêmes coûts, mais souvent à coût quasiment équivalent, on va pouvoir choisir entre un data center qui est, plus éco-responsable qu'un autre. Donc pour ça, il y a le collectif Boavista, qui a créé l'outil qui s'appelle DataVista, qui permet de se faire un petit peu une idée là-dessus. Et on va voir que ça va même un peu plus loin que juste la partie hébergement. On va pouvoir voir l'impact de ces serveurs, donc ça au sens, est-ce qu'il charge le site? Toc toc toc, ouais. Hop, voilà. Où là, vous allez pouvoir voir, OK, moi j'utilise pas le cloud, je suis plutôt on-prem. Vous allez pouvoir dire, voilà, quelle est la configuration de mon serveur en CPU, RAM, tout ça et à chaque fois, il va pouvoir vous dire, du coup, en fonction du nombre d'années que vous allez pouvoir le garder, dans quelle région du monde vous êtes et cetera, quel type d'électricité vous avez. Vous allez pouvoir vous rendre compte de l'impact, environnemental que vous allez avoir et pas uniquement en CO2 encore une fois, qui est certes un des critères, mais pas uniquement. Vous allez avoir la partie, cloud aussi. Alors pour l'instant, ils supportent qu'AWS, parce qu'AWS, ce sont ceux qui ont le plus de métriques disponibles. Ils sont en train de travailler pour ouvrir aux autres cloud providers, mais pareil, vous allez pouvoir voir en fonction, typiquement du type de machine que vous allez utiliser, combien de temps vous pensez utiliser, quelle est sa charge moyenne que vous avez en vision, pour vous rendre compte un petit peu de où est-ce que, ça serait le plus intéressant, de vous localiser? Alors évidemment tout n'est pas dispo, mais pour vous rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui peut être le plus optimisé à chaque fois. Donc après, il vous rappelle un petit peu, ce qu'il y a derrière. Et le dernier point qui est encore plus intéressant d'après moi, c'est qu'encore une fois, je me répète, mais je préfère, tant pis, c'est qu'il faut penser aussi à l'usage que notre application va générer. Combien de téléphones, combien de PC vont se connecter, à notre application? Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte parce que, OK, notre serveur dans son coin va consommer, mais globalement, par rapport à la picture globale de l'utilisation de notre application, c'est nettement moins que si on a, X milliers de smartphones par jour qui se connectent, et ben, il faut bien s'en rendre compte que, ça a un impact aussi, environnemental globalement. Donc du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu, donc vous allez voir qu'ils gèrent des terminals, des périphériques, donc je vous parlais du PC, donc soit un PC portable, soit un PC de bureau, soit un smartphone, une télé, parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés aussi et à chaque fois, ils vous donnent, les petits trucs à prendre en compte pour que vous vous rendiez compte, OK, quel est l'impact que ça peut avoir, globalement et pas uniquement, la partie infrastructure à laquelle on pense le plus souvent. Donc voilà, quelque chose à penser, à utiliser, c'est assez intéressant. En tout cas, ça peut vous faire comprendre pas mal de choses sur le fait que, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est pas simple, mais qu'il faut pas, tout oublier. Donc voilà, encore une fois, l'infra, c'est important. Pensez à faire éphémère, utilisez ce que vous avez besoin au bon moment, et pas uniquement et pas faire tourner ça à 24 heures sur 24 juste pour le plaisir. Et en plus pour ça, du coup, on a des outils qui vont nous aider un peu à éteindre nos infras quand elles ne sont pas utilisées. Je vous ferai une démo juste après. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on pense à des fois trop rarement, c'est purger les données. Données au sens large, donc évidemment les données qu'on peut avoir en base de données. Bon, évidemment, toutes ne sont pas. On a souvent des réglementations qu'il faut qu'on doit garder des données 2, 3, 10 ans. Mais il y en a sûrement elles sont sûrement pas toutes concernées, et elles sont sûrement optimisables. Et puis les logs, c'est pareil. Souvent, on garde des gigas de logs pour au cas où, quelqu'un, vienne nous dire qu'en 2016, il a eu un problème sur l'application. Pareil, est-ce que c'est important? Et c'est là où c'est important aussi de revenir à la partie conception. La partie conception, par exemple, des logs est quelque chose à prendre en compte dans la conception. On sait qu'on a des logs qui vont pareil, être réglementaires, qu'il va falloir garder pendant plus longtemps que d'autres. Pensez à bien découper vos logs en plusieurs fichiers, en plusieurs, endroits de stockage pour que vos logs qui sont, soumis à responsabilisation soient disponibles et optimisés en termes de taille quelque part. Ça sera en plus simple pour vous pour les sécuriser et tout ce qui est log un peu poubelle, que ça vous puissiez faire de la purge très régulièrement parce que, pareil des logs, on peut très vite avoir des tonnes de logs pour pas grand chose. Ça complexifie grandement, les recherches et cetera. Dans votre conception, pensez conception métier, mais pensez aussi conception technique et typiquement, les logs, l'organisation des données est quelque chose auquel il faut penser, dans cette phase d'éco-conception.
Donc comme je vous le disais, on va aussi vous aider pour la partie alors 2 je vais pointer 2 outils qui sont autour de Cube, parce que ça marche encore mieux dans Cube. Cube Downscaler que moi j'aime beaucoup et CubeGreen qui sont 2 outils qui vont vous permettre de, automatiquement, via des annotations typiquement, pouvoir, downscale comme son nom l'indique, vos pods et vos workloads, quand ils sont pas nécessaires. Nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur nos plateformes mutualisées de développement en interne. Tous les soirs à 19 heures, les workloads sont éteints et le matin à 7 heures, ils sont redémarrés, quand c'est nécessaire. Ça optimise quand même la consommation. Alors, c'est pas parfait parce qu'évidemment que, ça optimise la partie pod, pas forcément la partie node. Après, quand en auto-scaling comme nous on l'est, évidemment que quand, le cluster détecte qu'il y a un nombre de pods qui diminue grandement et du coup le nombre de nœuds, diminue aussi, donc ça réduit quand même, l'impact global de la plateforme. C'est pas parfait, mais bon, ça fait quand même déjà des 1 gains assez intéressants et l'avantage, c'est qu'on a fait des belles parce on a pris peur parce que nous, on avait quand même plusieurs milliers de workloads, à arrêter chaque nuit. On s'est dit: «Ouh là, mais si ça prend 3-4 heures, pour, tout redémarrer, ça va être compliqué» et on s'est rendu compte que les outils étaient vraiment bien optimisés et qu'en moins de 10-15 minutes, tous nos workloads étaient, up and running et donc les projets pouvaient travailler efficacement tout en ayant, optimisé, leur utilisation la nuit. Donc si je peux vous montrer, très rapidement, normalement, est-ce que je suis bien connecté? Voilà, donc là, puis moi j'ai un workload, vous voyez, il a 2 heures, il a 2 minutes, parce que je suis un peu en retard sur mon timing de présentation, mais il y a 2 minutes, il a été redémarré, et donc normalement, tac, 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 si je vais dans mon namespace Kubedownscaler, j'ai du coup mon kubescanner qui tourne, Klogs, quand même pas besoin de faire ça. Et on va voir, j'ai vu que j'ai eu des petits problèmes il y a pas longtemps. OK, bon, la démo voilà, si, c'est bon. Vous voyez là, typiquement, donc j'avais mis une règle, je vous montrerai juste après, que, je pensais vers 11h35, donc là je suis très en retard sur mon timing, mais ça va le faire. Qu'à 11h35, il m'a dit: «Bah là, c'est l'heure de faire dodo, donc ton simple deployment, je l'éteins et par contre qu'à 11h47, c'est l'heure qu'il se réveille, donc je le rallume» et donc ça, il l'a fait automatiquement pour moi. Comment ça marche? Hop, voilà. Vous voyez, c'est juste une annotation que je mets au niveau du deployment de mon deployment. Alors ça gère pas que deployment, hein, ça gère, pas mal de composants au sein de Cube et où je lui dis juste: «Le downtime, je veux que tu t'arrêtes du vendredi du lundi au vendredi, pardon, de 12h35 à 12h47». Du coup, automatiquement, il va le faire et donc du coup, si je retourne dans mon truc de démo, que je regarde mon deployment, je vais bien retrouver là ma petite annotation qui existe et je vais retrouver que, mon APK 7 a été downgrade de 0,1 à il y a 15 minutes, donc comme je l'avais mis à 12h35 et puis qu'après il a été, refait un peu plus tard. Donc voilà, très pratique. QGreen, c'est la même approche. J'aime un peu moins parce qu'il gère un peu moins de composants. Si vous voulez aller un peu plus loin, pour refaire un peu d'auto-promo, vous avez dans le Kubernetes et vous verrez que j'ai fait 2 articles, un sur Kubedownscaler et un sur QGreen pour comprendre un peu comment les mettre en place sur vos clusters. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Voilà et un autre outil, que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui s'appelle Core, qui lui va vous aider aussi à vérifier que vous n'avez pas des ressources qui ne sont pas utilisées dans votre cluster, pour essayer pareil d'optimiser, l'utilisation qu'on peut avoir, de nos ressources. C'est intéressant, c'est qu'il permet évidemment de filtrer typiquement sur date de création, parce que c'est quelque chose de récent, c'est peut-être que vous l'avez créé, en prévision de la mise en place d'un nouveau service. Ou il y a une intégration à Slack, par exemple, si vous voulez avoir des alertes qui sont faites et donc du coup, c'est très pratique avec Core. Core démo, donc par exemple, je vais le faire que sur Cert Manager. Enfin, vous pouvez lui dire soit sur tout le cluster, soit vous pouvez lui spécifier, un namespace ou 2 namespaces enfin plusieurs namespaces en particulier et à chaque fois, il va vous dire: «Bah voilà, j'ai trouvé que tu avais un config MAC qui servait à rien, un secret qui servait à rien, et des CRD potentiellement qui servaient à rien». Alors pareil, hein, lui, il est un petit peu bête et méchant, il regarde, uniquement potentiellement c'est des CRD qui sont au niveau global cluster, donc du coup, il les ressort quand même là-dessus, mais bon, en tout cas, ça permet d'avoir une petite vision de est-ce que j'ai pas un petit peu de nettoyage à faire sur mon cluster Kubernetes. Voilou et après la partie monitoring, dernière étape de notre cycle DevOps, c'est suivre la consommation de mes environnements.
Donc là, 2 outils intéressants, Scaphandre et Kepler, qui ont le même fonctionnement. Vous voyez, c'est globalement du Grafana derrière, qui vont, en fonction de leur, fonctionnalité. Soit c'est des agents, soit c'est directement des outils qui s'installent. C'est assez complexe à mettre en œuvre, on va pas se le cacher. Après, par contre, ça remonte des informations très intéressantes. Scaphandre est un petit peu plus contraignant, c'est-à-dire qu'il nécessite des accès physiques à la machine et donc typiquement, dès qu'on est sur du SaaS et cetera, bah, ça devient compliqué. Là où Kepler peut plus facilement être mis en œuvre, mais on aura peut-être des données moins, poussées en termes de consommation et cetera. En tout cas, c'est, très utile. Il faut prendre un peu de temps pour se plonger dedans, pour pouvoir, comprendre et les mettre en œuvre, mais après une fois que c'est là, ça permet d'avoir une vraie vision dynamique de, bah, qu'est-ce qu'on consomme, au quotidien sur nos infrastructures. Évidemment, comme je le mets dans le titre, nos amis les cloud providers fournissent des dashboards green de leur plateforme. À prendre avec des pincettes, probablement qu'il y a des choses très intéressantes, mais on se rend compte que quand on les regarde, évidemment que quand vous êtes chez l'un, c'est ces serveurs qui sont les plus green et les plus optimisés. Quand vous allez chez l'autre, et ben, c'est l'inverse. Donc du coup, qui, vous dit la vérité? On ne sait pas. L'avantage de Scaphandre Kepler, des données brutes, indépendamment du provider, donc du coup un peu plus, on va dire le plus proche de la réalité possible. Voilà, conclusion, et ben, cette conf, je l'ai faite surtout pour sensibiliser et faire comprendre, heu, que optimiser, c'est pas de l'éco-conception. C'est que, comme la nature a peur du vide, c'est-à-dire que là où vous allez faire du ménage, on va avoir tendance à re-remplir avec d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Donc le ménage n'est pas fait pour juste créer du vide, pour qu'on crée d'autres choses. Donc du coup, attention, on optimise, mais on optimise globalement et pas juste pour, faire plus de choses. En tout cas, si on fait des nouvelles choses et ben, on les prend en compte en termes d'éco-conception. Donc l'idée, c'était vraiment de cette présentation, c'était, bah, de voilà, de vous remettre un petit peu des infos sur comment on peut améliorer les choses, mais après, ça c'est pour faire l'autocritique de mon frustration, c'est que le vrai enjeu, il est pas là. Le vrai enjeu, il est vraiment sur l'éco-conception globale. Là, tout ce qu'on va faire au sein de notre cycle DevOps, évidemment que ça va avoir des effets positifs, là-dessus, mais ça reste une petite part par rapport à pas mal d'autres choses. Donc du coup, pensez bien à l'éco-conception globale de vos produits, de vos outils, de vos logiciels, de tout ce que vous pouvez faire pour que le green devienne great again. Voilà, je vous remercie grandement pour votre attention. J'espère que je vous ai pas perdu. Si, vous ai dit des bêtises ou si j'ai dit des trucs intéressants et que vous voulez me contacter, je suis dispo sur, X et puis sur mon mail, Soprasteria. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, merci beaucoup et je ne sais pas s'il nous reste peut-être un petit peu de temps si besoin pour des questions. Vincent, si tu es là. Oui, je suis là. Merci Mathieu pour cette présentation qui fut très intéressante. N'hésitez pas à poser, des questions. Ah, alors une première justement, as-tu une idée du CO2 économisé avec tes optimisations? Est-ce que tu utilises quelque chose pour le mesurer? Nous, on essaye, hein, de mettre en place, ben, tout ce qui est les derniers outils que j'ai parlé, Scaphandre, et Kepler. Donc on est encore aux prémices, c'est pour ça que je disais que, voilà, j'ai pas fait de démo typiquement à ça parce que c'est assez complexe à mettre en œuvre, en particulier quand on est sur des infrastructures managées et pas par nous. Donc nous, l'idée, c'est plutôt de regarder par rapport à ça. Sur les phases amont, c'est toujours compliqué parce que, on est, nous, sur une plateforme mutualisée, donc on met à disposition des outils pour que les projets puissent les utiliser. Après, c'est à eux de faire ces choses-là. On voit que là où il y a des forts gains, enfin, nous, le gain qu'on voit rapidement, c'est plus sur la partie mutualisée, typiquement sur tout ce qui est, stockage autour des binaires, des repos, parce que c'est des GitLab et des OpenShift typiquement managés et Artifactory managés qu'on a côté Soprasteria. Donc on voit très vite, quand on met en place des règles de nettoyage automatique que nos consommations de ressources diminuent grandement, donc du coup là-dessus et donc du coup, bah, comme on sait ce qu'on a économisé en termes de serveurs, par exemple, qu'on a dessus, grâce, par exemple, à un outil comme DataVista, on voit, bah, les gains qu'on a en disant: «Bah, voilà, j'ai plus que 3 serveurs», donc du coup, on voit notre barre qui se diminue par rapport à ça. Donc c'est un petit peu une combinaison de tout, pour pouvoir essayer d'avoir, mais c'est clairement pas quelque chose d'hyper évident d'avoir une vraie mesure, CO2, économisée. On sait qu'on est dans la bonne direction, après d'avoir exactement le nombre de tonnes, c'est pas aussi simple. Très bien, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va attendre un petit peu, voir si d'autres arrivent. J'espère que j'ai été assez clair ou alors ou alors j'ai perdu tout le monde. Bon, en tout cas, si vous avez pas de questions tout de suite, encore une fois, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre.
soit sur Twitter, soit sur, enfin X maintenant, c'est vrai que c'est bizarre, mais soit sur mon mail, soit sur LinkedIn, hein, vous savez aussi où me trouver sur LinkedIn, et puis, je me mettrai à dispo, je passerai à Vincent et Morgane le lien pour les slides pour que si vous voulez récupérer, parce qu'on allait assez vite, les outils et tout ça que j'ai pu présenter, n'hésitez pas, c'est pas Très bien. Alors, une autre question vient d'apparaître. Donc en startup, il est toujours compliqué de pousser des choses qui n'ont pas de valeur business rapidement. Est-ce que tu aurais des conseils pour amener ce sujet, enfin, le green, le dev green ops, pardon, petit à petit? Bah, c'est après on qui dit startup dit souvent, bah, là où le dur est, c'est la partie finance, donc bah, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi, optimiser en termes de finances. C'est-à-dire que, bah, si vous avez commencé à avoir une plateforme qui devient énorme et qui vous coûte très cher aussi, et il faut aussi que vous puissiez la financer. Donc ça plutôt que partir dès le début en éco-conception, où là, ça peut être plus simple quand on est en startup, on cherche un petit peu, ce qu'on veut faire, donc du coup, on explore pas mal de choses. Donc c'est plutôt peut-être partir à la fin de la boucle sur, bah, comment j'optimise, tout cette partie, infrastructure, en fonction, bah, du nombre de clients que je vais avoir et cetera. Et il faut pas oublier aussi, c'est que le cycle DevOps, c'est pas un cycle unique, c'est un cycle infini. Et donc du coup, bah, c'est aussi apprendre à chaque, étape et à chaque cycle de, ah bah, qu'est-ce que, typiquement les fonctionnalités qui sont pas utilisées, donc tu dis: «Kevin, bah, on va essayer plein de choses», ben, les choses qui ne marchent pas, ben, ne pas juste les mettre de côté, c'est les enlever pour que du coup, déjà, ça sera plus simple pour vous pour maintenir tout ça. Et du coup, petit à petit, bah, ça va se cheminer, à travers tout le site pour que, bah, ça devienne naturel on optimise les ressources, on optimise les fonctionnalités, on optimise un petit peu tout pour que, ben, petit à petit, ça fasse du bien globalement. Très bien. Alors prochaine question, sur un choix de région pour l'infra cloud, vaut-il mieux privilégier la proximité avec l'utilisateur ou la consommation en CO2 selon le pays d'hébergement? Eh bah, là, c'est c'est une question philosophique, et donc on sait typiquement que les nouveaux data centers des cloud providers sont plus green parce que, évidemment, ils ont été construits récemment, donc avec des normes plus strictes par rapport à ça. Donc typiquement, on sait que souvent les data centers, par exemple en France, sont, plus éco-responsables que ceux en Irlande qui sont les data centers un peu historiques des cloud providers. Après, il faut trouver le bon curseur. Enfin, malheureusement, il y a aussi la partie, finance, enfin, il faut qu'on fasse tourner nos boutiques. Donc c'est faire le bon parallèle entre, est-ce que j'ai besoin d'une proximité? Mais ça revient aussi à la partie éco-conception, c'est est-ce que j'ai besoin d'un temps de réponse de la microseconde ou de la milliseconde pour mon utilisateur? Ou est-ce que mon utilisateur, via des mécanismes, intéressants sur la partie front, peut attendre une seconde? Parce que souvent, enfin, même à l'échelle mondiale maintenant avec l'infrastructure réseau qu'on a à niveau mondial, que je sois en France ou que je sois en Allemagne ou un peu plus loin, le delta, il est quand même très faible. Donc, est-ce que réellement, cette proximité cliente, elle est vraiment nécessaire par rapport aux besoins? La seule contrainte que souvent on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'on a pas mal de pays qui sont réglementés sur ça doit, un service doit être, hébergé dans le même pays que lui-même. Typiquement l'Allemagne et l'Angleterre, c'est comme ça. Donc, du coup, bah, déjà ça limite sur, «Oui, mais vos data centers, ils sont tout pourris», mais tant pis, c'est comme ça aussi. Donc moi, je privilégierais autant que faire se peut la conso CO2 parce que je pense qu'on veut faire tout trop vite tout le temps et que c'est juste on va passer de 100 millisecondes à 900 millisecondes potentiellement. Enfin, je vois le genre d'idée de ce que je veux amener et que je pense que c'est peut-être pas ça qui va, casser notre business model, au quotidien. Très bien. La prochaine question concerne les outils de monitoring, utilisés dans la démo. Est-ce qu'ils seront servis pour de l'alerting également? Est-ce que c'est pareil que Dynatrace? Alors tu dois pouvoir les plugger sur des outils d'alerting, assez facilement avec des notifs. Dynatrace le fait sûrement, on va dire le gros avantage, qui est peut-être un inconvénient aussi, hein, c'est que les outils que j'ai présentés, moi, sont gratuits, open source, régis aussi par des groupes orientés green, donc qui pensent les outils par rapport à l'objectif green qu'ils veulent servir. Là où Dynatrace fait des choses très avancées, mais bon, ça reste, voilà, un payant, assez payant. Donc moi, je l'utilise pas, mais voilà, je sais que c'est un très bon outil, mais voilà, enfin, il y a un budget derrière à mettre pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, pareil, si tu as du Dynatrace, tu vas avoir des choses intéressantes. Ils se mettent aussi, à l'IA aussi dans ces outils-là. Ils
s'ils se doivent de le faire. Si tu as pas encore du Dynatrace, tu peux aussi commencer avec des outils plus simples. Très bien. Alors la prochaine question concerne surtout les lives, enfin les replays plutôt. Donc ce sera en effet disponible en replay, d'ici quelques jours. Je n'ai pas le délai exact, mais voilà. Voilà. On va optimiser la vidéo pour, qu'elle prenne le Tout moins à de fait. place possible. Et bah, parfait. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir, s'arrêter là. Eh bien encore merci Mathieu pour ta présentation Et bah, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. et puis, ben, pardon. Et puis, bah, bonne journée à tout le monde. Merci bien, bonne journée à tous et toutes.